Bien, mes chers collègues, je vous propose de poursuivre nos auditions dans le cadre de nos travaux sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS 2026. Nous accueillons à présent Monsieur Éric Blachon, président, et Renaud Villard, directeur général de la Caisse d'assurance vieillesse, nationale d'assurance vieillesse, qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre commission. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, le PLFSS pour 2026 prévoit que la branche vieillesse reste en déficit jusqu'en 2029 dans des proportions relativement contenues après le pic de 2025 à 6,3 milliards d'euros. Elle contient aussi, bien entendu, certaines des mesures les plus commentées de ce PLFSS, qu'il s'agisse du gel, puis de la sous-indexation des pensions de retraite, de la suspension des effets de la réforme de 2023 ou de certaines mesures d'amélioration de la retraite des femmes notamment. Messieurs, je vais vous laisser commencer cette audition par un propos liminaire qui vous permettra de nous livrer votre vision de ce PLFSS 2026, tant en termes financiers, bien sûr, que pour ce qui concerne les mesures relatives à la branche. Les membres de la commission pourront bien évidemment ensuite vous interroger, en commençant par notre rapporteur de la branche vieillesse, Pascal Gruny, et notre rapporteure générale, Elisabeth Doineau. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames, Messieurs les membres de cette commission. Je pensais faire une intervention en 3 temps, mais comme vous êtes un peu contraint par les horaires, je vais peut-être aller un peu plus vite et passer la réponse au questionnaire que vous nous aviez soumis, puisqu'on vous a envoyé les éléments qui me paraissent suffisant, sauf si vous considérez qu'il faille vous compléter ces réponses aux questions que vous nous avez posées. Concernant le PLFSS, alors les chiffres produits par nos services montrent que d'une manière générale, les dépenses connaissent une évolution plus dynamique que celle des recettes, aboutissant en 2025 à une dégradation du déficit de la branche retraite. Dans le détail, cette dynamique de hausse s'observe depuis 2024, après un exercice 2023 où la branche était quasiment à l'équilibre. En 2024, le solde cumulé CNAV, Fonds de solidarité vieillesse, était déficitaire à hauteur de 2,6 milliards d'euros en raison d'une forte hausse des prestations avec la revalorisation des pensions en janvier 2024 à hauteur de 5,3% et l'impact de la mise en œuvre de la majoration exceptionnelle. En 2025, le déficit devrait atteindre 5,3 milliards d'euros en raison de 2 tendances qui sont conjuguées. La croissance des prestations versées au regard de la revalorisation des pensions à hauteur de 2,2% opérée en janvier et le ralentissement de la croissance de la masse salariale qui s'établit à 1,8% en 2025 après une année 2024 plus dynamique à 3,3%. Au titre des projections pour 2026, le déficit atteindrait 5,8 milliards d'euros avec une hausse des pensions attendue à 1% en raison de la baisse de l'inflation et une reprise de la croissance de la masse salariale à 2,3%. Au-delà de 2026, les hypothèses retenues tablent sur une croissance plus soutenue de la masse salariale au-delà de 3% et des revalorisations des pensions plus contenues grâce à la maîtrise de l'inflation en dessous de 2%. À l'horizon 2029, horizon de la LFSS, le solde de la branche s'établirait ainsi à moins 8,1 milliards d'euros en raison de la dégradation du ratio démographique du régime.
Notez que dans ces projections, la dégradation devrait initialement être partiellement contenue par la montée en charge de la réforme des retraites de 2023. Les récentes annonces concernant sa suspension nous invitent donc à reconsidérer avec prudence la trajectoire du déficit qui pourrait être plus marquée encore. Alors si le conseil d'administration apprécie la réforme du dispositif du cumul emploi-retraite qui gagnera en lisibilité permettra de lutter plus efficacement contre les effets d'aubaine, il s'interroge, et je pense que vous aussi, vous avez dû avoir quelques interrogations sur la clarté de certains textes de ce projet de loi dont les contenus nous semblent sujets à interprétations divergentes. Enfin, et pour aller à l'essentiel, le conseil d'administration souhaite attirer votre attention sur la capacité des services à mettre en œuvre des dispositions de cette loi. Le travail d'orfèvre que vous nous demandez, que nous demande le législateur, nécessite des délais incompressibles. Et je souhaite attirer votre attention sur cet aspect de la mise en place opérationnelle de cette loi. Enfin, vous dire que le conseil d'administration de la CNAV s'est exprimé le 22 octobre sur ce PLFSS en rendant un avis majoritairement défavorable. Et les déclarations des uns et des autres s'accordent sur un point, la nécessité de construire un système à l'équilibre. Le conseil d'administration a été une nouvelle fois saisi sur la suspension de la réforme de 2023. Hier après-midi, la commission études et législation de l'assurance vieillesse, qui avait une délégation de vote, s'est une nouvelle fois prononcée majoritairement contre ce projet par 4 voix pour, une abstention et 22 voix contre. Voilà, Monsieur le Président, les propos liminaires que je souhaitais vous livrer. Monsieur le directeur, vous voulez rajouter quelques mots? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, une présentation très brève des principales mesures s'agissant de la vieillesse contenues dans ce PLFSS. Vous indiquez finalement les 5 mesures qui impactent principalement la branche vieillesse. Je n'insisterai pas sur les mesures financement qui sont transverses. Vous avez, le Président l'a rappelé, l'article 43, qui est une réforme en profondeur du cumul emploi-retraite, qui a pour effet finalement à la fois de simplifier, clarifier le dispositif, mais également finalement de désinciter au cumul emploi-retraite avant 67 ans, ce qui explique son rendement extrêmement élevé, 2 milliards d'euros en cible en 2030, au terme de la montée en charge, 2 milliards d'euros qui est un rendement en réalité comportemental, qui va du coup, la réforme va inciter des assurés à rester plus longtemps en activité et à profiter de la surcote. L'article 44, c'est la non-revalorisation des prestations pour 2026, avec la prolongation s'agissant de la retraite pour les exercices 2027 à 2030, donc pendant 4 exercices, une sous-indexation de 0,4 points, qui fait écho d'ailleurs à des éléments qui avaient été mis sur la table lors de ce que l'on a surnommé le conclave retraite, la délégation paritaire permanente. Par lettre rectificative, vous l'avez noté, le gouvernement a proposé pour l'année 2027 de sous-indexer non pas de 0,4 mais de 0,9 points les retraites afin de financer la suspension de la mesure d'âge de la réforme des retraites. L'article 45 comporte 2 mesures très directement inspirées, là encore, des travaux paritaires du conclave, avec l'introduction de 2 trimestres de majoration de durée d'assurance, donc de 2 trimestres liés aux enfants, au titre des carrières longues, ce qui va permettre à plus de 10 000, environ 12 000 femmes chaque année de partir en carrière longue. Vous savez qu'aujourd'hui, les carrières longues est un dispositif très masculin, très majoritairement masculin, et qui va permettre de rééquilibrer pour partie cette atypie. Et cet article porte également dans l'exposé des motifs, puisque c'est une mesure réglementaire, une évolution du calcul du salaire de référence, là aussi en faveur des mères de famille, puisque le salaire de référence ne viserait pas les 25 meilleures années, mais les 24 ou 23 meilleures années pour les femmes ayant élevé des enfants. C'est une mesure qui va concerner potentiellement plus de 50% des femmes, et une mesure qui monte en charge lentement, puisque ce sont pour les futurs retraités, mais sûrement, puisque son coût dépasse les 2 milliards d'euros à l'horizon de sa montée en charge.
Enfin, l'article 45 bis a évidemment beaucoup les honneurs de la presse, hein, s'agissant de la suspension des mesures d'âge de la réforme des retraites, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en échanger. Dernier point, Monsieur le Président, l'article 42 qui concerne la branche famille, c'est le congé de naissance, l'extension du congé de naissance. Il concerne également directement la branche vieillesse, puisque ce congé de naissance est directement dans le projet de loi qui est soumis à votre examen. Il est directement prévu que ce congé de naissance donne lieu à période assimilée et donc soit couvert pour le risque vieillesse par l'attribution de trimestres au sein du régime général. Donc je tenais à dire que d'emblée, nativement en quelque sorte, cette articulation entre les risques famille et vieillesse avait été prévue dans le projet de loi de financement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le directeur, merci. Je vais laisser la parole à Pascale Gruny. Merci, Monsieur le Président. Je salue Monsieur le Président et Monsieur le Directeur. Alors, moi, j'ai 3 questions. Donc, la première, nous allons réduire pour la première fois depuis 1982 l'âge d'ouverture des droits à la retraite en suspendant l'application de la réforme de 2023 pour les générations 1964 et 1965. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'assurés qui pourraient être impactés au régime général? Dans quelle mesure votre service informatique pourra-t-il appliquer une telle suspension si elle était votée d'ici à la fin de l'année par le Parlement? Et avez-vous une idée du coût que le recalcul des pensions visées va engendrer pour la CNAV? Vous avez dit aussi dans votre propos liminaire qu'il y avait un manque de clarté de certaines dispositions dans ce projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles? Ensuite, sur le cumul emploi-retraite. Alors, l'article 43 donc, réforme ce cumul selon les préconisations formulées par la Cour des comptes. Or, celle-ci met en avant la difficulté qu'ont les caisses de retraite à contrôler le recours au cumul emploi-retraite dans la mesure où le système reposait principalement sur les déclarations des assurés. Cette obligation de déclaration est désormais supprimée et l'étude d'impact prévoit que les caisses de retraite contrôleront le dépassement du seuil de revenus via le dispositif de ressources mensuelles qui est alimenté par les employeurs et les organismes de protection sociale. Est-ce que ce contrôle sera efficient pour vous? Et toujours sur ce cumul emploi-retraite, la réforme des retraites de 2023 a permis d'ouvrir aux retraités en cumul intégral de nouveaux droits à pension. En avez-vous déjà liquidé et quel coût cela représente-t-il? Je vous remercie. Je vous laisse répondre à Madame Gruny, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci, Madame la rapporteure, pour ces questions en 4 blocs. Sur la suspension, le nombre d'assurés directement concernés. Alors, il y a le chiffre, en quelque sorte, selon les manifestants et le chiffre selon la police, puisque... Et vous avez parfaitement raison, on prend souvent celui du milieu, puisque ce chiffre est très sensible aux hypothèses de comportement. Si on prend l'hypothèse maximale où tous les assurés qui peuvent anticiper anticiperaient, c'est-à-dire où vraiment tous ceux à qui on dirait vous pouvez partir dorénavant à 62 ans et 9 mois et non pas à 63 ans, se précipiteraient, pardonnez-moi la familiarité, pour partir. Là, dans ces cas-là, on est sur une année pleine, je ne parle pas de l'année 2026, on est sur environ pas loin de 400 000 assurés qui seraient concernés. Nos hypothèses comportementales font qu'on considère que certains assurés, finalement, ne vont pas partir directement, vont choisir de surcoter parce que c'est relativement proche, parce qu'ils avaient déjà prévu leur départ à la retraite, et on est plutôt sur une hypothèse en année pleine, je parle bien de l'année 2027-2026, n'a qu'un trimestre, d'environ 250 000 personnes qui anticiperaient leur départ. L'ensemble des 450 000 assurés en bénéficieraient, mais certains, finalement, ne modifieraient pas leur comportement. Et c'est là qu'en réalité, c'est une hypothèse de comportement. Vous l'avez souligné, Madame la rapporteure, c'est assez peu fréquent qu'on avance l'âge de départ à la retraite. Donc, nos hypothèses de comportement sont nécessairement un peu fragiles. On manque un peu de recul, puisque c'est relativement inédit. S'agissant du coût, dans le dispositif qui est présenté, qui a été soumis par le gouvernement via une lettre rectificative, le coût est totalement conforme à celui que nous avons estimé de notre côté, donc une grosse centaine de millions en 2026, avec un exercice très, très partiel, et environ 1,3 milliard en 2027, en année pleine, voilà, avec un effet qui est principalement quasi exclusivement lié à l'effet âge et très peu à la durée d'assurance. S'agissant de la faisabilité informatique, pour le coup, et
de manière un peu têtue, même si parfois on me le reproche, quand on change du paramétrique, et là il y a plusieurs paramètres qui bougent, avec en plus en milieu de génération, etc., il nous faut 5 mois. Il nous fallait 5 mois en 2023 pour la réforme d'Elisabeth Borne, et à l'époque j'avais été interrogé, on m'avait dit, vous avez 7 mois, vous allez vous casser la figure. J'avais dit, il me faut 5 mois, et on a fait 5 mois. Quand il a été question l'an dernier déjà d'éventuelles suspensions, j'avais dit il nous faut 5 mois, et là j'ai été passé pour un piètre gestionnaire, il nous faut toujours 5 mois. Malheureusement ou heureusement, parce que ce sont des choses sérieuses, et derrière évidemment il y a la responsabilité de 200 milliards d'euros et de 16 millions de retraités. 5 mois, ça veut dire que là, la modification apportée par le gouvernement entre en vigueur au 1er septembre dans les faits, puisque c'est la génération 64 qui pourrait partir à compter du 1er septembre. Le compte est bon, j'ai même 9 mois, donc je suis large, et vous avez face à vous un gestionnaire heureux. Si en revanche, il devait y avoir une entrée en vigueur au 1er janvier, là, pour le coup, très concrètement, on ne saurait pas faire. Ça veut dire quoi, ne pas savoir faire? Ça veut dire que les dossiers, on sera en conformité sur le plan informatique courant mai. Ça veut dire que les dossiers de janvier à mai seraient bloqués pour pouvoir commencer à être libérés, mis en paiement en juin et juillet. Ça veut dire que pendant 4, 5, 6 mois, des assurés n'auraient pas leur retraite. Et ce qui serait évidemment difficile à gérer, à supporter pour des assurés. À date, le présent texte n'a pas d'impact de recalcul. Puisqu'on entre en 1er septembre, vous m'interrogez sur les impacts du recalcul. Puisqu'on a une entrée en vigueur de fait différée, puisqu'on vise une entrée en vigueur au 1er septembre avec la génération 64, on sera en conformité, donc on pourra calculer juste d'emblée, comme ça avait été le cas en 2023 ou dans les réformes précédentes. Sur le cumul emploi-retraite, pour le coup, effectivement, je pense qu'une des grandes bascules permises par la solution préconisée par la Cour des comptes et reprise par le projet de loi de financement, c'est de passer d'un système déclaratif à un système automatique. Le système déclaratif a le gros inconvénient de conduire des assurés, malgré eux, souvent par ignorance du droit, à être en faute et à devoir parfois 2-3 ans après rembourser 2-3 ans de retraite. Alors quand ils échappent au contrôle, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. C'est pas génial pour les finances sociales, mais quand on repère évidemment quelqu'un qui n'est pas en conformité, on met en indu et on appelle l'indu. Ce sont des indus portant sur l'ensemble de la retraite. Le dispositif envisagé prévoit un calcul en temps réel. On reçoit 2 mois après l'ensemble des salaires et des prestations sociales avec ce dispositif de ressources mensuelles, le DRM, qui est un outil qu'a construit la CNAV pour la solidarité à la source. Cet outil, on le connaît bien puisqu'on l'a construit. On l'a construit pour la branche famille, pour la solidarité à la source. On est en train de déployer la solidarité à la source pour la branche vieillesse avec une cible début 2026. Donc c'est un outil que l'on maîtrise et que l'on héberge. De ce fait, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2027 me semble compatible avec cette ambition de brancher en automatique, ce qui veut dire concrètement de repérer un retraité qui reprend une activité et de pouvoir tout de suite soit l'alerter s'il n'est pas en conformité, soit évidemment l'alerter positivement sur une reprise d'activité qui sera créatrice de droit. Mais en tout cas, ne pas créer une différence temporelle souvent difficilement supportable. Sur les nouveaux droits à pension liés au cumul emploi-retraite, on a commencé à en verser quelques-uns, on est de l'ordre du millier aujourd'hui. Ça reste relativement faible pour 2 raisons principales. La première, c'est que le dispositif était encore assez nouveau, donc il fallait que les gens commencent à cotiser à compter de 2023, puis demandent à liquider leurs droits. Et la deuxième raison, c'est que la réforme de 2023 a introduit une clause de stage qui fait que si vous reprenez chez le même employeur dans les 6 mois suivant votre départ, vous êtes définitivement exclu du bénéfice d'un cumul emploi-retraite créateur de droits, ce qui exclut 50% des personnes, parce que la plupart des personnes reprennent chez leur même employeur. Et le dispositif que vous avez, qui a été introduit dans le PLFSS, prévoit justement de supprimer cette clause de stage. On pourra reprendre le lendemain même chez le même employeur si l'on le souhaite. C'était difficilement compréhensible par les assurés, parce que souvent c'est une reprise à temps partiel chez le même employeur, qui du coup a besoin de quelqu'un, continuité, transmission de compétences, etc., et qui ensuite venait faire valoir leurs droits. On avait bien reçu les cotisations, mais les droits n'étaient pas ouverts, ce qui en relation assurée n'est pas toujours très facilitant. S'agissant des mesures manquant de clarté, là-dessus, c'est peut-être Monsieur le Président qui pourra l'évoquer. J'ai moins le sujet en visibilité. Merci Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Oui, effectivement, comme le disait le directeur général, si le dispositif cumul emploi-retraite a été grandement amélioré et on a une clarification
sur ce sujet. On a certains dispositifs comme celui concernant les femmes en situation de congé maternité, où il y a un article qui nous a posé question. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais celui-ci particulièrement, où à un moment donné, il est indiqué que l'employeur pourra licencier la personne en congé maternité pour faute. Donc on ne comprend pas bien comment il pourrait exprimer une situation de faute quand la personne est en congé maternité. Donc ça fait partie des éléments qui nous ont... Ah bon, d'accord. Oui, mais faut-il être en situation de travail? Le code du travail est assez... Alors, bon, écoutez, on a posé la question à la DSS. On n'a toujours pas la réponse. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous disais que c'était quand même... Alors, de mémoire, je ne l'ai pas, je pourrais vous le communiquer. Oui, oui, c'est dans le PLFSS. Oui, exact. On est en questionnement. Je reviens sur le problème de la mise en place du dispositif qui pourrait faire suite au PLFSS. Effectivement, on va avoir un problème de mise en forme, parce que ça ne se fait pas en appuyant sur un bouton. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'on va créer du stock, et quand on crée du stock, on crée du mécontentement. Donc attendez-vous à avoir dans vos permanences des personnes qui vont vous solliciter pour intervenir sur leur dossier retraite qui n'aboutit pas. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit bien clair aussi par rapport à ça. Merci. La parole est à Madame Doineau. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur pour l'ensemble des propos que vous avez tenus jusqu'à maintenant. Moi je vais revenir un peu sur des questions que j'ai posées hier au ministre du Travail sur justement les montants. Vous l'avez rappelé Monsieur le Directeur, 100 millions en 2026 et 1,4 milliard d'euros en 2027. Pourtant, lors de la discussion générale, je rappelle que Sébastien Lecornu nous a annoncé des chiffres différents puisqu'il était à 400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard d'euros en 2027. On comprend qu'il s'agit dans les deux cas d'un chiffrage sur le seul champ du système des retraites, on est d'accord. Quelle est la source de ces deux chiffrages? Est-ce que c'est vous qui avez fourni ces éléments-là, en tout cas l'un de ces chiffrages au Premier ministre? Comment expliquer l'écart entre, d'une part, les montants indiqués par le Premier ministre lors de sa déclaration et le texte résultant de la lettre rectificative? La presse a fait état de chiffrages nettement plus élevés comment dirais-je, le 8 octobre 2025, le Premier ministre a déclaré sur France 2 que le coût de la suspension serait de pas moins de 3 milliards d'euros en 2027. J'ai indiqué même hier que Roland Lescure avait été sur la formule des centaines de millions en 2026 et des milliards à partir de 2027. Et donc là, on comprend que ces chiffrages à 3 milliards d'euros en 2027 concernent l'ensemble des administrations publiques. Je suppose que vous pouvez nous le confirmer. Et donc pas seulement le système de retraite. Voilà pour les questions qui vont éclairer un peu notre commission. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on entend un petit peu tout dans la presse ou même dans la bouche du gouvernement. Donc on voudrait avoir les éléments sûrs et définitifs. Merci. Alors, Monsieur le Directeur ? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la rapporteure générale, alors je n'aurais pas évidemment l'outrecuidance de pouvoir établir une forme de vérité. Malgré tout, alors le premier élément, comment dire, sans prétention aucune, une bonne partie des chiffrages, je pense, provient pour partir relativement large de la CNAV, puisque les chiffrages, notamment introduisant les effets comportementaux, sont réalisés assez régulièrement
par la CNAV. En revanche, évidemment, le Premier ministre ensuite fait retravailler ces chiffrages par l'ensemble des services de l'État, mais clairement, nous sommes partis au chiffrage. On a entendu effectivement des écarts alors qui portent surtout sur l'année 2026. Il y a deux types d'éléments qui peuvent expliquer les écarts que l'on a entendus. Le premier, c'est l'effet comportemental. Selon que vous considérez que les assurés bougent tous ou ne bougent que pour moitié, vous avez un facteur 2. C'est aussi bête que cela. C'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire qu'on est sous hypothèse comportementale de la CNAV, qui vaut ce qu'elle vaut. Et c'est pour ça que je me suis permis cette plaisanterie de mauvais goût sur le chiffrage des manifestants. Mais fondamentalement, sur l'effet comportemental, notre hypothèse aujourd'hui centrale, c'est de considérer qu'un assuré sur 2 va anticiper son départ. Si 100% des assurés anticipent leur départ, le coût est doublé. Donc là-dessus, alors ça semble très peu probable. Ça semble totalement improbable qu'aucun assuré ne profite de la suspension. La vérité est entre les deux, et d'où le côté un peu empirique. Merci beaucoup, absolument empirique, d'avoir cette hypothèse comportementale. Et finalement, l'histoire y répondra. Le deuxième élément, et je pense que là, ça a été sur le périmètre des chiffrages, c'est que selon les périmètres et les hypothèses, vous pouvez inclure ou pas les carrières longues. Et les carrières longues, si vous commencez à embarquer dans le périmètre les retraites anticipées pour carrières longues, là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent en plus anticiper d'un trimestre. Et là, avec un effet comportemental très fort, parce que quand vous voulez partir en carrière longue, si on vous offre la possibilité de partir 3 mois plus tôt, vous le faites. Alors que si vous pensiez partir à 63 ans et demi, on vous offre la possibilité de partir à 62 ans et 9 mois, vous ne le faites pas nécessairement. Si en revanche, vous avez déjà commencé à réfléchir à une carrière longue, c'est-à-dire que vous voulez partir un peu le plus vite possible, en quelque sorte, ce qui est totalement autorisé en droit, si on vous fait partir 3 mois plus tôt, vous partez 3 mois plus tôt. Donc, si on embarque les carrières longues, on tombe sur sur 400 millions en 2026, pardon, et on est à 1,8 milliard, 1,9 milliard en 2027. Pour dire que les ordres de grandeur, finalement, et on voit qu'on est à chaque fois sur des ordres de grandeur assez proches, s'agissant en tout cas d'une année pleine. C'est un peu moins de 2 milliards en année pleine, en prenant en compte uniquement, vous l'avez souligné, Madame la rapporteure générale, l'effet sur la branche retraite. C'est un effet moindre cotisation, plus de prestations. En revanche, l'effet toutes administrations publiques, parce que quand vous travaillez, vous cotisez pas uniquement au risque vieillesse, mais vous cotisez aux autres risques, vous payez les impôts sur le revenu, etc. Ça, ce risque-là, effectivement, ce périmètre-là, pour le coup, nous, on n'a pas la possibilité de le faire. C'est la Direction générale du Trésor qui le fait. Et c'est sans doute, c'est comme ça qu'on arrive aux 3 milliards, parce que c'est souvent un facteur 1,5, parce que quand on travaille, on produit de la richesse, et cette richesse génère de l'impôt, du prélèvement social. Donc, nous, sur le seul champ vieillesse, tout régime, on est sur, grosso modo, 400 millions et 1,8 milliard si on embarque les carrières longues. Et sur les chiffres de l'étude d'impact que vous avez sous les yeux, d'environ 100 millions, un peu plus de 100 millions et un peu moins d'1,5 milliard en 2027. Vu de ma fenêtre, autant l'écart en 2026 peut sembler significatif parce que c'est une question de calendrier, les carrières longues pourraient démarrer en quelque sorte, partir un tout petit peu plus tôt. Autant sur 2027, alors l'écart évidemment est très significatif entre 1,4 milliard et 1,7 milliard. Malgré tout, cet écart de toute façon est inférieur à la fourchette liée à l'incertitude sur les comportements. Donc l'ordre de grandeur d'1,5 milliard ne me choque pas et c'est là que je me permettais d'être très prudent. Je n'aurais pas la prétention de pouvoir dire de manière certaine, de vous dire les yeux dans les yeux, le coût sera sous telle hypothèse de temps, parce qu'il y a un impact comportemental extrêmement important et que vraiment on rentre dans une zone inédite en termes comportementaux. On chiffre plus facilement les augmentations d'âge légal parce qu'on connaît mieux que les baisses d'âge légal. Voilà, donc d'où une forme d'incertitude. Voilà, pardon, j'ai été un peu long, mais j'ai essayé d'être le plus précis, Madame la rapporteure générale. Oui, je crois que quand on est dans des situations comportementales, et c'est un peu notre rôle de se projeter et de faire de la prospective, un peu à la Gaston Berger, quand on est sur ces éléments-là, on est obligé d'avoir plusieurs scénarios possibles. Alors, on n'a pas pris le scénario le plus optimiste, on n'a pas pris le plus pessimiste. Vous voyez, entre 3 milliards et 1,5 milliard, on est dans l'entre-deux, mais on est plutôt sur
sur un scénario qui est réaliste et qui pourra très certainement se réaliser avec ces situations comportementales qui sont observées depuis pas mal de temps au niveau des services de la Caisse. Merci. Je vais passer la parole à Daniel Chassaing. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Donc vous avez sûrement répondu à peut-être une partie de mes questions, donc je m'en excuse, mais je vais les poser quand même. Le déficit de l'assurance maladie, eh bien, comme vous l'avez dit, c'est une hausse plus importante des dépenses que des recettes, avec un déficit de 6 milliards en 2027 et 6. Et si la retraite devient à 82 ans et 9 mois, cela va pénaliser, comme ça a été dit, 1,4 milliard en 2026 et plus en 2027 pour arriver à 8,1 milliard en charge en 2029. Alors, bon, ça, pourquoi? Eh bien, on a une augmentation de la durée de vie depuis 1980 de 10 ans. Les retraites étaient de 4 millions et les retraités de 4 millions en 1980, on est à près de 20 en 2025. Il y a une augmentation de la dépendance aussi à prendre en charge, ça c'est encore en dehors des retraites. Donc nous avons besoin de davantage de cotisants, et puisque 85% des recettes, eh bien, c'est le travail. Et donc vous dites que effectivement il faudrait augmenter les emplois seniors. J'ajoute aussi augmenter les emplois au niveau des jeunes qui sont nettement au-dessous de ce qui se passe dans d'autres pays, avec, comme vous l'avez dit, donc pour les emplois seniors, les retraites partielles progressives qui sont mieux mises en place. Donc en fait vieillissement qui s'accentue, augmentation des dépenses de retraite. Donc les pays qui nous entourent, eh bien, ont décalé l'âge de départ pour pouvoir prendre en charge et financer les retraites. Donc, en France, ce n'est pas accepté, malgré le corps, malgré les économistes. Alors, donc, vous dites, si nous proposons, donc, si nous revenons à la suspension à 62 ans et 9 mois, quels vont être les déficits pour l'avenir que vous projetez, malgré la sous-indexation de 0,4 points, mais en intégrant les carrières longues et les 23 dernières années pour les femmes? Et quels sont les financements que vous proposez en 2026? Je voudrais aussi que vous nous rappeliez le congé de naissance, où je n'ai pas très bien compris l'explication. Merci. Merci, Madame Cathy Apoursopoli. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, messieurs, pour les précisions. D'abord, une première question, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la maternité et des licenciements pour faute. Est-ce que vous pourrez, parce que finalement, nous n'avons rien vu dans le PLFSS, enfin moi je ne l'ai pas vu, est-ce que vous pourrez nous donner l'article concerné donc par cette mesure, qui est quand même une mesure assez importante et grave? Comment ? Permet. En fait, ça existe déjà dans le Code du travail. C'est juste comme il y a une modification, ils ont repris. Ouais, en fait. mais là, sauf que ça existe dans le Code du travail, mais c'est déjà, c'est en plus acté maintenant dans un article dans le PLFSS. C'est ce que vous nous avez dit. Hein, ça n'a rien à voir dans le PLFSS, ouais. Donc, est-ce que vous pourrez nous donner éventuellement l'article? Et moi, je vais aller vite parce que hier, on a déjà eu l'occasion de dire sur la retraite ce que nous pensions. Mais finalement, ce PLFSS, il prévoit donc le gel des pensions en 2026 et une sous-indexation des pensions entre 2027 et 2030, mais également dans le PLF, la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités. Est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes sont impactées par la sous-indexation, finalement? Combien de personnes seront impactées par la sous-indexation et combien ça va finalement rapporter à la CNAV? Parce qu'il y a forcément un plus puisque les pensions ne sont pas indexées. Donc, il y a évidemment de l'argent en plus pour la CNAV. Hein. Et puis, selon l'annexe 9 du PLFSS,
Cette mesure conduira à une baisse du niveau de vie des bénéficiaires des prestations, dans la mesure où la non-revalorisation concerne à la fois les prestations de solidarité, dont les minima sociaux, et les prestations familiales, pour l'essentiel sous condition de ressources. Les publics les plus affectés seront donc situés dans le bas de la distribution. Pour le dire autrement, nous allons pénaliser finalement les retraités, et pour les retraités les plus précaires, cela sera donc une double peine. On ne peut pas, je pense, justifier cette mesure d'austérité en considérant que les retraités ont un taux d'épargne comparativement plus élevé, ce qui est bien le moins lorsque l'on est en retraite, je pense. On ne peut pas non plus justifier la mesure en expliquant que les revalorisations des pensions survenues entre 2021 et 2025 ont permis de préserver davantage leur pouvoir d'achat que les hausses de salaire, celui des actifs, et justifier donc de faire davantage participer les retraités au rétablissement de l'équilibre des comptes publics dans un contexte où la réforme des retraites a fait peser les efforts finalement sur les actifs. Si l'on compare donc toujours avec les moins-disants, on tire l'ensemble donc de la société vers le bas. Je vous remercie. Merci, Madame Raymonde Poncet-Monge. Merci Madame la Présidente, merci messieurs. Quelques remarques. Tout d'abord, depuis hier, on entend que les partenaires sociaux étaient d'accord sur la sous-compensation. J'aimerais qu'on dise qu'il y avait 3 partenaires sociaux du côté syndical qui n'avaient ni la CGT ni FO. Et je pense que pour la CGT, j'en suis sûre, elle n'aurait pas été d'accord avec le fait que des mesures supplémentaires soient financées par des sous-compensations touchant tous les retraités, y compris, je le répète, les 2 millions qui sont sous le seuil de pauvreté. Ceci étant, je voudrais dire quand même que ce qu'ils ont accepté, effectivement, je l'ai vu là pendant 5 ans, la sous-compensation, c'était pour payer, enfin pour financer un certain nombre d'avancées, on peut appeler ça, qui étaient dans un accord global. Et j'ai pas l'impression que si on a retenu le 0,4, on a retenu toutes les mesures de progression qui devaient, que cela devait financer. Vous avez parlé des trimestres enfants, vous avez parlé du calcul de la référence. Moi, j'aimerais, est-ce que vous pouvez d'abord, calculer, enfin, nous donner combien les trimestres par enfant, les 2 trimestres par enfant portent comme surcoût, enfin quel est leur coût et quel est le coût du calcul de la référence. Voilà, donc bien faire ça de façon analytique. Et je rappelle que dans cet accord global du conclave qui n'a pas été finalisé, et donc par 3 syndicats, il y avait aussi la réintroduction de critères de pénibilité qui avaient été exclus. Sur les 10 critères, on sait très bien que tout n'avait pas été pris et ça rentrait de nouveau dans le C2P. Et que ça n'a pas été repris. Donc on reprend la sous-compensation, on retient la sous-compensation, mais pas toutes les mesures de progrès, je le dis bien, qui c'était censé financer. Ensuite, je dirais que vous m'étonnez quand vous dites que la dynamique des dépenses est plus importante que la dynamique des recettes. Je ne sais pas, c'est pas ce que j'ai constaté, du moins en termes de tout simplement, enfin, que j'ai constaté via le corps, c'est pas moi toute seule comme une grande. Je crois qu'en part de PIB, les dépenses que longtemps on a cru devoir bloquer à 14% du PIB, c'est un chiffre magique qui venait de nulle part, mais enfin qui existait, puisque c'était l'âge pivot de la réforme des retraites à points. Non, les dépenses et les recettes, ce n'est pas effectivement un écart plus important, ou alors sur très court terme, mais ce n'est pas la tendance pointée par le corps. Moi, ce que j'aimerais, c'est que aussi, on a eu une réforme en 2023. À l'époque, nous avions dit que sur les cohortes de 600 000 retraités chaque année, que ça allait concerner en quelque sorte l'allongement de l'âge de départ.
Vous avez dû entendre les débats, enfin suivre les débats de 2023 avec beaucoup d'attention. On avait dit qu'il y avait, sur ces 600 000, ça allait prolonger ceux qui étaient en emploi, mais que ça allait prolonger dans le sas de précarité ceux qui étaient au chômage, en inaptitude, en fin de droit, etc. Donc maintenant, vous avez du recul. Est-ce que, bon, à l'époque, on disait moitié-moitié, hein, mais je ne sais pas. Voilà. Sur les 600 000, ces premières cohortes, que, bon, 1,5 en quelque sorte, qu'est-ce que vous pouvez dire de ceux qui sont en emploi et qui restent de fait, et ceux qui étaient dans le SAS et qui restent? Ceci dit, c'est pour bien comprendre vos effets de comportement. Il est bien évident que ceux qui sont dans le SAS de précarité vont partir 3 mois avant. Ils ne sont pas maso, hein, voilà. Le comportement, c'est sur la partie qui est en emploi et qui, comme vous dites, vont arbitrer entre surcotisation, bonus en quelque sorte, et rester en emploi. J'aimerais aussi que vous me confirmiez que pour 2026, on a la sous-compensation de 0,4, comme je le dis, qui compense qu'en partie les mesures de progrès. Donc, combien ça fait 0,4? Et vous avez on a bien aussi plus 0,1 pour parler de la sous-compensation déjà en 2026. Et après, qui devient 0,4 plus 0,5, 0,9 en 2027. Est-ce qu'on est à 0,5 en 2026? C'est ça ma question. 0,4 plus 0,1, c'est ce qui avait été dit dans un premier temps. Et vous avez confirmé qu'en 2027, c'est 0,4 plus 0,5. 0,5, vous pouvez nous dire combien ça rapporte? Voilà, enfin, ça rapporte en termes de recettes. Et effectivement, moi, je suis très intéressée par est-ce que c'est 0,5 ? 0,9, on est d'accord. Combien les trimestres par enfant, à combien vous les valorisez? Combien vous valorisez le calcul de référence sur des années moindres pour les femmes? Et à combien vous valorisez le 0,1 et le 0,5? Je vous remercie. Merci. Monique Lubin. Merci Madame la Présidente. Moi, j'aimerais savoir, parce que il m'a semblé que vous ne disiez pas tout à fait la même chose, mais comme j'ai pris en route, c'est certainement moi qui ai mal compris. Est-ce que les choses vont être simples pour ceux qui devaient partir à 63 ans et qui pourront partir à 62 ans et 3 mois, 9 mois? Prends mes désirs pour des réalités, excusez-moi. Est-ce que les choses seront simples, c'est-à-dire où Monsieur le Président nous dit ça va bouchonner, vous allez les avoir dans vos permanences? Non, moi parce que franchement, alors je ne suis pas informaticienne, mais il me semble quand même que ça n'est pas très compliqué de changer un paramètre. Bon, voilà. Donc oui, vu de mon niveau, c'est pas. Non, mais bon, un stage senior. Non, mais est-ce que ça sera vraiment compliqué? Et est-ce que ça risque de bouchonner? Parce que ça, quand même, je trouverais un petit peu curieux. Il y a quand même un peu de temps pour s'y préparer. Ensuite, moi, je voudrais qu'on parle de la retraite des femmes. Elle n'est pas évoquée, mais il y a une mesure qui consistera à calculer la retraite des mères de famille, c'est ça? Je dis bien des mères de famille, hein. On ne va pas généraliser, on ne va pas dire des femmes, parce qu'il y a un problème global de retraite des femmes, et cette mesure, elle concernera les mères de famille. La calculer sur les 23 meilleures années au lieu des 25. Elle est dans ce PLFSS. Ouais, alors... Mais moi, j'aimerais connaître les conditions exactes, parce que ça me paraît plutôt flou. Est-ce que ça sera pour les mères de famille qui auront eu une carrière complète, ou est-ce que ça sera seulement pour celles qui auront eu une carrière incomplète de manière à les avantager? J'aimerais comprendre. Et est-ce qu'il y a une étude d'impact là-dessus? Combien ça va concerner de personnes? En moyenne, combien ça peut apporter à une femme concernée? Voilà, merci. Merci, Madame Laurence Muller-Bronn.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, bonjour. Alors, ma question, elle est très ressemblante à celle qui vient d'être posée. Donc, c'est dans le PLFSS, l'article 45, la retraite des femmes, suite donc au conclave des retraites. Il y a 2 mesures qui les concernent. Et donc, je pose les questions directement, ce n'est pas la peine d'évoquer la suite. La retraite des mères de famille va-t-elle grimper avec cette réforme de calcul qui nous est présentée dans l'article 45? Et quelles sont vos projections sur le nombre de femmes concernées et sur les gains financiers qu'elles peuvent en attendre? D'après l'analyse de certains cabinets d'audit, conseils de retraite privés, en fait, bien peu. Mais peut-être pouvez-vous nous donner plus d'informations. Merci. Merci. Donc vous avez... Ah oui, oui. Non, non, mais normalement, c'est à vous, là, maintenant. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais essayer évidemment de répondre dans l'ordre et j'ai essayé de prendre en note l'ensemble des questions. Monsieur Chassaing, sur le ratio démographique, effectivement, pour le coup, le ratio démographique va se dégrader de manière croissante. On arrive, avant la fin des années 2020, on va arriver au plafond du nombre de cotisants. Bon an, mal an, le régime général va compter 24 millions de cotisants, ce qui sera à peu près son plafond, et on restera à 24 millions durablement. En parallèle, le nombre de retraités, lui, continuera à augmenter. Et donc, l'effet ciseau se creusera, parce que pour l'instant, les cotisants augmentent moins vite que les retraités, mais les cotisants, le nombre de cotisants va plafonner. Et le ratio démographique va doucement descendre, doucement mais sûrement, en 40 ans, de 1,5, ce qui n'est pas déjà très fameux pour un régime de retraite, à 1. Le ratio démographique a ce côté imparable et prévisible. Alors, vous l'avez souligné, Monsieur Chassaing, à l'horizon de la... Oui, c'est sous hypothèse, effectivement, c'est sous hypothèse... C'est sous hypothèse corps, effectivement. C'est sous hypothèse d'un seul migratoire qui est à 50 000. Le deuxième point, vous l'avez rappelé, on finirait la décennie 2020 ou 2030, enfin, ou début 2030, avec un déficit de 7 milliards. Hors réforme de 2023, ce serait 14 milliards. Je parle évidemment du seul régime général. S'agissant, et là je n'arrive pas à me relire, sur le congé de naissance, pardon, vous évoquez le fait que je n'avais pas été peut-être très clair, je vous prie de m'en excuser. Il y a une mesure spécifique à la branche famille qui élargit et qui crée un congé de naissance, qui prolonge, qui crée un droit à congé de naissance pour les 2 parents. Ce droit à congé de naissance est indemnisé évidemment par la sécurité sociale et il est également couvert pour le risque vieillesse puisque ça donnera lieu à des trimestres qu'on appelle des périodes assimilées, c'est-à-dire qu'il y aura des trimestres de solidarité pour éviter que le parent ou les deux qui prendraient ce congé naissance se retrouvent pénalisés en termes de droit à retraite. J'ai insisté sur ce point parce qu'il est assez fréquent qu'on crée un nouveau droit et qu'on oublie le sujet retraite et que 2-3 ans après, il faille pas en PLFSS souligner le sujet. Là, d'emblée, nativement, le point a été embarqué. Alors, rien n'est gratuit, vous le savez dans ce bas monde. Mais ce sont des trimestres de solidarité, effectivement, financés par la solidarité nationale. Sur la question de l'impact des différentes revalorisations et de la sous-indexation. Alors, d'abord, dans le texte tel qu'il vous est présenté, elle concernera bien l'ensemble des retraités, l'ensemble des retraites, donc nos 16 millions de retraités. Si on parle en chiffres massifs, pour le régime obligatoire de base, un point de sous-indexation, c'est 2,6 milliards. Donc j'ai eu plusieurs questions et je crois Madame Poncet-Monge également. Donc 0,5, 1,3. Enfin, après on peut décliner à l'envie et raffiner, mais la métrique, un point de sous-indexation, 2,6 milliards. Donc quand on met 0,5 de sous-indexation, c'est 1,3 milliard et ainsi de suite. Et d'ailleurs ce 0,5 de sous-indexation, pardonnez-moi, vous le retrouvez dans la lettre rectificative pour venir financer le 1,3 milliard de dépenses nouvelles liées au gel de la réforme des retraites. Donc le bouclage financier, je ne parle pas de l'aspect politique évidemment, mais le bouclage financier était... Mais du coup,
En 2026, on serait sur une indexation à 0, donc sous hypothèse d'inflation à 1 point, on serait à 2,6 milliards de rendement en 2026. Et en 2027, on est sous hypothèse, avec la saisine rectificative, d'une sous-indexation de 0,9 points. Donc, ça fait 9 dixièmes de 2,6 milliards. Ça doit faire 2,4 milliards. Mais là, je n'ai pas eu le temps de faire le calcul, mais l'ordre de grandeur est celui-ci. Donc voilà, sur les questions des rendements des sous-indexations, il ne faut pas oublier, évidemment, mais vous l'avez en tête, qu'en 2024 et 2025, sur le seul périmètre du régime général, l'indexation des retraites, et ça a été souligné, je crois, par Mme Apourceau-Poly, qui a souligné le fait que le pouvoir d'achat des retraités avait été parfaitement préservé. 2 années successives de maintien intégral du pouvoir d'achat, c'est 12 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour le régime général. C'est ça que ça a signifié quand on a fait ce bouclier absolu contre la période d'inflation un peu élevée. C'est 12 milliards d'euros qui ont évidemment contribué à ne pas améliorer le solde du régime général. Madame Poncet-Monge, vous évoquez le fait que le conclave, effectivement, que certaines organisations patronales et syndicales, d'ailleurs, n'avaient pas participé aux travaux de la délégation paritaire permanente. C'est vrai, et j'ajouterais même qu'en réalité, le conclave n'a pas été conclusif, finalement, ce qui explique d'ailleurs que toutes les conclusions n'aient sans doute pas été reprises. S'agissant de la sous-indexation, c'est une des pistes qui avait été évoquée par les organisations qui continuaient à siéger dans ces travaux de la délégation paritaire permanente. Je note au passage d'ailleurs que le régime complémentaire Agirc-Arrco, mais vous l'avez noté, a choisi il y a quelques jours de mettre un coefficient d'indexation égal à 0, donc de ne pas revaloriser les prestations du régime complémentaire, et c'est la gouvernance paritaire qui en a décidé. On pourrait, pour le coup, évidemment, réfléchir en point de PIB, comme nous y a invité pendant un moment le corps. Un gestionnaire de retraite est beaucoup moins intelligent que le Conseil d'orientation des retraites. J'ai des cotisations, j'ai des dépenses, et entre les deux, j'ai un solde. Mon solde, en 2050, je suis à moins 50 milliards. Moi, je ne paye pas en point de PIB les retraites, je paye les retraites avec des euros. Alors, il y a un côté, je comprends le raisonnement, mais pour le coup, l'inconvénient du raisonnement... Non, mais en tout cas, l'inconvénient du raisonnement en point de PIB, c'est que je trouve que lors de la réforme de 2023, il a contribué peut-être à rendre peu lisible le fait que... Et après, les solutions sont multiples et divisent sans doute les bancs, mais à considérer qu'il y a un déficit tendanciel du régime de retraite et que ce déficit va en s'aggravant. Et qu'après, les solutions soient nombreuses. Les solutions sont nombreuses et je crois qu'elles ne sont pas complètement consensuelles. Mais pour le coup, enfin, ou alors j'ai raté des épisodes, c'est très possible. Sur l'impact des deux mesures en faveur des femmes présentes dans, enfin en faveur des mères d'ailleurs, ça a été justement souligné, je crois par Madame Lubin, en faveur des mères et pas des femmes. Il y a 2 mesures qui sont proposées. Celle qui inclut 2 trimestres de majoration de durée d'assurance liée aux enfants au titre des carrières longues coûte au terme de la montée en charge 200 millions, montée en charge assez rapide, hein, parce que là c'est sur des départs, donc 200 millions d'euros. Celle sur le salaire annuel moyen coûte au terme de la montée en charge 2,2 milliards d'euros. Elle est beaucoup plus lente à monter en charge, mais beaucoup plus puissante. Et je me permets de la détailler à l'invitation de mémoire de Madame Lubin. Pour le coup, elle concerne l'ensemble des femmes. Aujourd'hui, au régime général, donc qui est, vous savez, l'essentiel de la retraite de nos concitoyens, on prend les 25 meilleures années, on fait la moyenne des 25 meilleures années, et c'est ça le salaire de référence. Une femme qui aura eu, une mère de famille qui aura eu un enfant, ce sera compté sur 24 et non pas sur 25, et si elle a eu 2 enfants, ce sera compté sur 23 meilleures années. De ce fait, à partir de alors c'est une mesure réglementaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'étude d'impact. Mon intuition était que ce serait au 1er septembre, comme la mesure sur les majorations de durée d'assurance dans les carrières longues, pour des questions là aussi de bouger informatique, parce qu'à l'époque, je ne vous avais pas encore recruté. Sur le salaire annuel moyen, en revanche, c'est une mesure qui a des propriétés extrêmement fortes et assez ciblée. Je dis extrêmement forte parce que c'est 50%, pardon, la moitié des mères de famille, enfin la moitié des femmes, 90% de femmes sont des mères de famille, mais la moitié des femmes bénéficieront de la mesure, avec un impact d'environ 2% sur la retraite. Grosso modo, elle cible de manière très forte les mères de famille qui ont eu une carrière à peu près complète
mais pas extrêmement favorable. Une femme qui n'a travaillé que 15 ans, on va compter 15 meilleures années. Donc de toute façon, ça ne va rien changer pour elle. Une femme qui a été cadre très supérieur ou cadre relativement bien rémunéré pendant 25 ans, de toute façon, elle est au plafond de la sécurité sociale, ça ne changera rien pour elle. Elle est déjà au maximum. Et donc, on va plutôt aller, ça a un impact surtout sur ce qu'on appelle les déciles 4 à 7, donc sur ce qu'on surnomme la classe moyenne, c'est-à-dire une mère de famille qui a travaillé, mais qui n'a pas été cadre supérieur, mais qui globalement a quand même au moins 25 ans de cotisation derrière elle. Donc, quelqu'un qui a très peu travaillé ne sera effectivement pas impacté par la mesure. J'espère ne... Alors, sur... Madame Poncet-Monge, la question très précise sur est-ce qu'on commence à avoir du recul sur la réforme de 2023, alors qui concernait, c'est plutôt 800 000 personnes, un flux, mais peu importe. Je le redis, hein, la réforme de 2023 était sans impact et reste sans impact sur les inaptes, les invalides, etc. Ils partent à 62 ans. Par conséquent, c'est pour ça que l'effet comportemental est important. La réforme de 2023 a essentiellement impacté les personnes en emploi. Et donc, du coup, c'est pour ça que le curseur sur le comportemental va être important. Je vous rejoins entièrement, évidemment, quand on est en invalidité. De toute façon, on bascule à 62 ans, puisqu'on est en général écarté de l'emploi, en incapacité d'exercer un emploi. Mais là, la réforme de 2023 a maintenu à 62 ans. Je vous rappelle, la métrique de la réforme de 2023, c'est 60% seulement de nos concitoyens qui sont impactés par la réforme de 2023. Et c'est ces 60%-là qui vont être à nouveau impactés par la suspension de la réforme des retraites. Les 40% qui n'étaient pas concernés ne resteront non concernés ni par le gel ni par le dégel en quelque sorte. Ce qui explique du coup que l'immense majorité des personnes concernés par la réforme de 2023 étaient des personnes en emploi. 90% grosso modo, 10% au chômage. Parce que là, pour le coup, les chômeurs n'ont pas été maintenus à 62 ans, puisqu'ils sont en perspective potentiellement de reprise d'emploi. Sur dernière question, et pardonnez-moi d'avoir été trop long, Madame Lubin, et j'ai répondu en parallèle, je crois également à la question de Madame Müller-Bronn et aux questions de Madame Lubin sur les retraites des femmes. En revanche, je m'avais posé une question spécifique sur l'impact en gestion. Et le désaccord apparent, il n'y a jamais de désaccord entre un président de conseil d'administration et un directeur général, naturellement. Pour le coup, dans l'état actuel du texte tel qu'il vous est présenté, une entrée en vigueur au 1er septembre nous met en zone de confort et donc il n'y aura pas de risque de bouchon. Et vous avez parfaitement raison, on est dans le délai de confort puisqu'il me faut 5 mois, on a 9 mois. Si d'aventure il devait y avoir certaines mesures qui rentraient en vigueur au 1er janvier, alors là, pour le coup, je pense notamment par exemple aux carrières longues, si d'aventure les carrières longues qui sont en train de partir ou les inaptes et les invalides qui partent à 62 ans et qui, pour la génération de 2026, partent en ce moment, si on devait bouger leur durée d'assurance, si on devait bouger les conditions de départ des carrières longues, là, c'est des personnes qui sont... Les dossiers de janvier, j'en ai déjà traité 30%, parce qu'on essaye d'anticiper et d'éviter les bouchons que le président apprécie peu, et il a raison. De ce fait, c'est des dossiers qu'on serait obligé brutalement de bloquer, voire de reprendre en disant « Désolé, on vous a notifié une retraite, mais on s'est trompé, on n'avait pas les bonnes conditions. » Et là, pour le coup, on crée un bouchon à 30 ou 40 000 dossiers par mois. En 6 mois, on a un vrai risque d'émeute, ce serait un peu excessif, mais en tout cas, c'est-à-dire des retraités qui, pendant 6 mois, n'ont pas de retraite. Ça peut poser des problèmes ensuite de logement, pour payer le loyer, etc. Enfin, on n'est pas... Vous imaginez bien le sujet. Alors, vous avez dit 5 mois, ça peut sembler long sur l'informatique. On a 400 systèmes d'information. Le paramétrique, ça irrite l'ensemble des systèmes d'information. Le plus long, en réalité, c'est pas le développement, parce qu'en plus, on sait faire. Il nous arrive assez régulièrement de bouger l'âge et la durée d'assurance. Le plus long, c'est les phases de test. On vérifie que les bougés n'ont pas emporter un risque sur d'autres éléments. Et donc, cette phase de test est vraiment incompressible. Là-dessus, parce que derrière, on va servir une grande diagère pendant 25 ans. Donc, le 5 mois, malheureusement, est incompressible, reste incompressible. Mais quel que soit vraiment l'excellent niveau et l'excellent engagement des équipes en gestion et des équipes informatiques, je tiens à le souligner. Et pardonnez-moi de vous avoir plaisanté sur le sujet. Merci, Présidente. Merci. Je vais me permettre, avant de donner la parole au président, j'ai une toute dernière question. Ce sera vraiment la dernière, parce qu'après, il faut qu'on lève la séance. Mme Lubin a demandé à reposer une question.
Merci, Madame la Présidente, de me permettre de mettre cette deuxième intervention. Je vais en profiter un tout petit peu. Vous dire, monsieur le directeur, que oui, le ratio démographique, il n'est pas bon. Mais on ne peut pas tenir compte que du ratio démographique pour l'avenir, parce que sinon, on va tout de suite se jeter chez moi dans l'Adour, n'est-ce pas? Il y a aussi les gains de productivité. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va amener? Il y a aussi, que ça plaise ou pas, la question des migrations, parce que comme on a moins de gens pour travailler, on a aussi des gens qui viennent travailler. Et tout ça, dans les différents rapports du corps, c'est pris en compte. La deuxième chose, pour en revenir au corps, moi, je comprends très bien votre vision des choses, à savoir... On parle en milliards d'euros, ça parle aux gens. Oui, ça parle aux gens, oui et non. Ça nous parle à nous. Quand au Français lambda, on lui parle de je ne sais combien de milliards d'euros, c'est tellement... De toute façon, on peut dire 5, on peut dire 15, on peut dire... Bon, par contre, le fait pour nous, clairement, de parler en point de PIB, ça nous permet aussi... Ça nous permet de faire des choix politiques. Et ça, c'est important. Donc moi, je pense qu'en matière de retraite, comme sur d'autres sujets, il faut qu'on continue à parler à la fois en espèces sonnantes et trébuchantes, mais aussi en point de PIB. Et j'en viens à mes deux dernières questions. Comme je ne suis pas arrivée au début, où en est le solde là, de nos systèmes de retraite, mettons, à la fin de l'année 2025, et quel est le comportement des gens? Est-ce que la plupart des gens partent à la retraite quand ils ont l'âge légal et les trimestres, ou est-ce qu'un certain nombre continuent à travailler parce qu'on nous le propose quand on fait notre dossier retraite, on nous propose d'aller plus loin. Quel est le comportement des gens? Merci beaucoup et merci Madame la Présidente. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Sur les différents points, oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, le ratio démographique est essentiel, mais ce ratio démographique, effectivement, il peut se piloter, pas se piloter uniquement par un constat qui se dégrade, il peut se piloter en améliorant le ratio démographique. Et pour ça, il y a plusieurs leviers, et je pense d'ailleurs qu'à un moment ou à un autre, il faudrait presque tous les activer. Le taux d'emploi des seniors, le maintien dans l'emploi, le contrôle des flux migratoires et des choix migratoires, pour le coup, comme on voit que des voisins européens commencent à le faire assez massivement, y compris des pays frontaliers de la France. L'insertion rapide sur le marché de l'emploi des jeunes, parce que là, mine de rien, c'est de l'emploi potentiel en quelque sorte en moins. Donc je suis d'accord avec vous, le ratio démographique n'est qu'en partie une fatalité. Et vous avez évoqué les gains de productivité. En revanche, c'est malgré tout un entrant. Sur les 50 milliards, et j'étais bien en 50 milliards en euros 2020, c'est quasiment 2 points de PIB. On peut parler en points de PIB aussi, mais du coup, c'est quand même également monstrueux. Pour moi, l'avantage de parler en milliards, c'est que ça permet de souligner que sur un risque comme le risque vieillesse, de manière générale, une sécurité sociale en déséquilibre, c'est pour moi un non-sens politique. Pardonnez-moi de le dire aussi crûment, parce que la sécurité sociale repose sur... Oui, en plus, je pense que c'est... Mais quand on parle de retraite, c'est encore pire, parce que ça veut dire que la retraite, ça repose quand même sur la répartition, sur une confiance. Je cotise, je mets 28% sur la table de mon salaire, je cotise toute ma vie, derrière j'aurai une retraite. Si on recrute dorénavant des jeunes et qu'on leur dit « Cher ami, vous allez cotiser pour vos aînés, mais vous allez cotiser pour vos grands-parents aussi, parce que vos parents n'ont pas assez payé, ont creusé le déficit ». Là, j'ai beaucoup plus de mal à garantir la répartition. Et pour le coup, je trouve qu'on crée... Alors, quand c'est une année légèrement en déficit, etc., mais durablement. C'est-à-dire que quand on voit la falaise d'un déficit qui s'approche, pour le coup, et quel que soit les leviers de financement ou les leviers de correction du ratio démographique, mais en tout cas, le sujet, évidemment, est important. Sur l'impact comportemental, vous avez parfaitement raison, les assurés nous surprennent de plus en plus. Et nous surprennent de plus en plus, c'est-à-dire que jusqu'ici, en caricaturant, on partait du principe qu'on avait un modèle qui préférait le taux plein, c'est-à-dire que quand un assuré avait tous ses trimestres, il partait. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Je pense que là-dessus, progressivement, réforme après réforme, on peut pas. Il y a 11 âges de départ à la retraite maintenant. On peut partir quelque part, sous condition évidemment, entre 55 et 67 ans, avec une variété de situations, selon que l'on est invalide, selon que l'on est carrière longue, selon qu'on a eu des problèmes qu'on a été exposé à la pénibilité, et ainsi de suite. Il y a un continuum extrêmement varié. Ce qui fait que le côté « je pars à l'âge légal » ou dès que j'ai le taux plein se vérifie de moins en moins. Ça, on le lit très fortement à la pénétration importante de la surcote et de la décote. Du côté, j'ai plus de décotants, et il y a maintenant quasiment 15% des Français qui choisissent de partir avec décote, donc avec une toute petite retraite pour partir avant.
et 15% qui choisissent de partir avec surcote. Et donc les deux extrêmes, en quelque sorte, augmentent, là où auparavant, c'était finalement un peu le taux-plein, quoi. C'était vraiment cette référence du taux-plein. Cette référence est en train d'évoluer, et ça fait partie des sujets qu'il faudra que nous, on accompagne, qu'on explique le mieux possible aux assurés les conséquences de leur choix. Et pardon, Présidente, j'ai été beaucoup trop long. Non, non, pas du tout. Merci beaucoup pour vos réponses. Et je vais laisser la parole à Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Bon, on a, je pense, répondu à toutes vos questions. Je m'engage à vous produire l'article que j'ai pas pu retrouver. Là, j'étais un peu brouillon dans ma recherche certainement. Vous savez, on a un intérêt sur la réactivité de l'institution. Mais on ne sait pas faire des miracles. Donc, je veux bien qu'on parle de productivité, mais chez nous, la productivité, je vous invite à regarder le coût que représente la masse salariale de la CNAV. Il est, on va dire, il est presque ridicule parce qu'on est dans une sobriété qui est telle. On a un directeur qui est très attaché à bien dépenser l'argent public qu'on peut vraiment pas nous le reprocher. Oui. Mais on embauche des compétences. Et je dis et certainement que Madame est très compétente pour nous régler le problème de la réactivité. Non, dire ça, c'est qu'à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où on mette en difficulté l'institution, les élus et les premiers concernés, les assurés. C'est ce qui est dramatique quand on se trouve dans ces situations-là et qu'on doit les gérer. C'est jamais très simple. Alors, bien évidemment, on est à votre disposition pour vous apporter les éléments qui pourraient vous être utiles. Nous, on est sur une prise de position au niveau du conseil d'administration et ce que je vous disais en filigrane, c'est que la discussion entre les partenaires qui ont des visions parfois opposées s'entendent sur une chose, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, on arrive à l'équilibre de ce régime. Parce que sans ça, on va dans le mur. Et comme disait Monsieur le Directeur, redonner la dette aux générations à venir, c'est quand même pas vraiment formidable. Donc voilà un peu l'idée même du Conseil d'aller dans cette direction-là et d'espérer. Et je suppose qu'on va quand même à un moment donné aboutir à quelque chose qui soit pérenne et qui nous permette d'éviter ces sursauts et ces complications de gestion des systèmes d'information de chez nous. En tous les cas, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Donc, je vais lever la séance. Nous avons une commission cet après-midi après les questions au gouvernement avec l'audition de la ministre, Madame Rist. Merci.